890. Le Maghreb est divisé en plusieurs États. Les Banu Aghlab en Ifriqiya, avec Qayrawan comme capitale, les Idrissides au Maghreb occidental, avec la ville de Fès comme capitale, et un grand nombre d'États kharijites, Sijil Massa, Nekor et Tihert. Les Banu Aghlab sont une dynastie sunnite. À leur début, ils gouvernaient pour le compte du califat abbasside, mais depuis quelques décennies, ils ont pris leur indépendance. Depuis que les Toulounides ont pris le pouvoir en Égypte et qu'ils ont coupé le Maghreb de l'Orient. Les Idrissides sont une dynastie chiite zaïdite, et ils se sont développés contre le califat abbasside. Les États kharijites sont très nombreux, mais parmi eux, c'est l'État de Tihert qui est le plus grand. Il est dirigé par la dynastie Rostémide, et ça fait plus d'un siècle qu'il existe. Lorsqu'il a vu le jour, en 761, il fédérait tous les kharijites du Maghreb. Mais un siècle plus tard, beaucoup de kharijites ont pris leur distance avec l'imam de Tihert. Et parmi les communautés qui ont pris leur distance se trouve une certaine tribu du nord-est algérien. Une tribu qui va bientôt changer le cours de l'histoire. La tribu des Kutama. Les Kutama sont une grande communauté berbère qui habite les montagnes du nord-est algérien. Ils sont officiellement sous l'autorité de l'émirat des Banu Aghlab, mais dans les faits, ils sont quasi autonomes. Les Banu Aghlab avaient du mal à leur faire payer l'impôt. À cette époque, comme on l'a dit plus tôt, l'émirat des Banu Aghlab était coupé de l'Orient, depuis que les Toulounides ont pris le pouvoir en Égypte. Les Banu Aghlab ont dû donc se replier sur le Maghreb et avaient besoin, plus que jamais, de contrôler les territoires de l'Ouest. Et là, ils vont se heurter aux Kutama, qui, en cette fin de siècle, devenaient de plus en plus nombreux, et donc de plus en plus puissants. Les Kutama se sont donc retrouvés en conflit avec les deux grands États environnants, avec celui de Qayrawan et avec celui de Tihert. Et ils vont devenir hostiles aux deux. Et l'hostilité des Kutama va se matérialiser très vite. Ils vont bientôt accueillir un homme qui va apporter une autre vision de l'islam, un dogme différent du sunnisme de Qayrawan et du kharijisme de Tihert. Les Kutama vont adhérer à ce dogme et développer un mouvement qui va déferler sur le Maghreb. Ce dogme, c'est un courant assez radical du chiisme. C'est le chiisme ismaélien. Qu'est-ce que le chiisme ismaélien ? Pour répondre, il faut remonter quelques siècles plus tôt et revoir en détail les différentes branches du chiisme. On sait que les chiites sont des gens qui se sont opposés au califat de Muawiyya, l'Omeyyade, et qui ont dit que le leader de l'islam devait être le fils de Ali ibn Abi Talib. Pour les chiites, le chef de tous les musulmans s'appelle l'imam. Les imams sont les successeurs du prophète sur terre. Le premier d'entre eux est l'imam Ali ibn Abi Talib, le second est son fils Hassan, le troisième est Hussein, le frère de Hassan, et pour la suite, c'est compliqué. Il y a de très nombreuses branches du chiisme qui s'opposent justement sur l'identité des imams. Il y a une branche qui s'appelle les Kaysani, pour qui le quatrième imam est l'autre frère de Hassan et Hussein, Muhammad ibn al-Hanafiya. Les autres considèrent que le quatrième imam est le fils de Hussein, Ali Zin al-Abidin. Et ça, c'est la première scission du chiisme. Il y aura une seconde scission pour le cinquième imam. Certains chiites considèrent que le cinquième imam est Zayd, le fils cadet de Zin al-Abidin. Ces gens-là seront les chiites zaïdis. C'est la branche à laquelle appartient la dynastie des Idrissides, du Maroc et de l'Ouest algérien. La branche zaïdite est une branche assez proche du sunnisme. Mais la majorité des chiites a reconnu l'autre fils de Zin al-Abidin comme cinquième imam, Muhammad al-Baqir. Et ce sont les partisans de Muhammad al-Baqir qui s'opposeront le plus farouchement aux sunnites. Les sunnites leur donneront le nom péjoratif de Rawafid, ceux qui refusent, les Rafidites. Pour eux, le sixième imam est le fils de Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq. Sous l'imamat de Muhammad al-Baqir et Ja'far al-Sadiq va se développer un dogme assez particulier. Et la personnalité des imams va prendre toute une importance. Les imams seront considérés comme des êtres infaillibles. Ils sont au nombre de 12. Le premier est Ali ibn Abi Talib et le 12e est le Mahdi, un homme qui apparaît à la fin du monde pour sauver les musulmans. Et chaque imam doit désigner son successeur. Mais il y a eu un problème à la mort du sixième imam. Le sixième imam, Ja'far al-Sadiq, avait désigné son fils Ismaïl comme successeur. Mais Ismaïl est mort avant lui. À partir de là, il y aura une nouvelle division entre les chiites. Certains vont dire que, puisqu'Ismaïl est mort, alors il ne peut pas être le septième imam. Et le septième imam doit donc être l'autre fils de Ja'far al-Sadiq, Moussa al-Qadim. Ces gens-là seront les chiites duodécimains. C'est la branche à laquelle appartient la majorité des chiites actuels. Les chiites iraniens, par exemple, sont des duodécimains. Et une autre branche va considérer qu'Ismaïl est bel et bien le septième imam. Certains d'entre eux diront qu'il doit être un imam posthume. Et d'autres diront qu'il n'est pas vraiment mort, mais juste caché.
Les gens qui prendront Ismaïl comme 7e imam sont appelés les Ismaéliens. Et c'est cette branche-là qui nous intéresse. Le dogme des Ismaéliens accorde une très grande importance à la personnalité de l'imam. Pour les Ismaéliens, la religion a deux aspects. Un aspect visible, al-Dahir, et un aspect ésotérique, al-Batin. L'aspect visible est transmis par le prophète, et l'aspect ésotérique est transmis par l'imam. Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez à quel point la personnalité de l'imam est fondamentale pour les Ismaéliens. Ce n'est pas juste un simple chef politique ou religieux, c'est une personne qui détient et transmet une partie de la religion. Aussi, pour les Ismaéliens, l'imam peut être occulté, c'est-à-dire caché du public. Il reste dans un endroit secret que personne ou presque ne connaît. Et lorsque l'imam est occulté, il passe ses directives par le biais de ce qu'on appelle des da'i, c'est-à-dire des prédicateurs. Et ce sont ces da'i, ces prédicateurs, qui vont aller prêcher la parole ismaélienne. Vers la fin du 9e siècle, un de ces prédicateurs, qui s'appelle Abu Abdallah al-Shi'i, Abu Abdallah le chiite, va rencontrer des berbères lors d'un pèlerinage à la Mecque. Et ces berbères-là sont des kutama. Ils vont inviter le prédicateur, Abu Abdallah, à venir prêcher la parole ismaélienne chez eux. Et Abu Abdallah arrive en 893. Il arrive à Ikjan, un petit village au cœur du pays des kutama. Et il commence à enseigner son dogme aux tribus locales. Pour la petite anecdote, le mot Ikjan, en berbère, signifie les chiens. Et les Fatimides n'utiliseront jamais ce mot pour parler de ce village. Ils appelleront cet endroit El Akhyar, les meilleurs. Enfin bref. Après une dizaine d'années de prêche, le prédicateur Abu Abdallah a annoncé aux kutama que l'imam en personne était prêt à venir chez eux maintenant, et que ce sont eux qui auront l'honneur de mettre l'imam au pouvoir. L'imam en question s'appelle Ubaydallah, et ce n'est pas un imam comme les autres, c'est le 12e imam ismaélien. On avait vu tout à l'heure que certains courants chiites considéraient qu'il y avait 12 imams, et que le dernier d'entre eux était le Mahdi, c'est-à-dire celui qui apparaît à la fin du temps pour sauver les musulmans. Eh bien, l'imam Ubaydallah est le 12e imam chiite ismaélien. Il est non seulement imam, mais il est aussi le Mahdi. C'est-à-dire que non seulement il est dépositaire de la partie ésotérique de la religion, mais qu'en plus, c'est lui qui doit sauver les musulmans lors de la fin du monde. Autant vous dire que, pour les kutama, c'est un personnage de très haute importance qui arrive. Ubaydallah le Mahdi débarque en Ifriqiya. Mais sa venue arrive aux oreilles de l'émir Arlabid, de Qayrawan. L'émir Arlabid le chasse. Ubaydallah s'enfuit et part se réfugier à Sijil Massa. Le gouverneur de Sijil Massa ne sait pas quoi faire de cet invité gênant. Il ne peut pas le relâcher, vu la menace qu'il représente, mais il ne peut pas le tuer non plus. Alors il décide de le mettre en prison. Nous sommes en 905. La suite sera un véritable ouragan. En l'espace de 3 ans, le prédicateur Abu Abdallah et les kutama vont détruire l'émirat des Banu Arleb, celui des Rostémides et celui de Sijil Massa. Les survivants du royaume Rostémide iront se réfugier dans la ville de Wargla. Là-bas, ils vont former une communauté ibadi. Aujourd'hui encore, on trouve des communautés ibadites à Wargla et à Ardaya. Et ces communautés sont les héritières du royaume ibadite de Tihert. Les kutama délivrent le Mahdi de la prison de Sijil Massa et ils reviennent avec lui en Ifriqiya, et ils entrent victorieusement en Qayrawan. Ubaydallah le Mahdi prend le titre de calife, c'est-à-dire le chef de tous les musulmans, chiites ou non. Normalement, il ne peut y avoir qu'un seul calife, et le calife de l'époque était abbasside. Mais le califat abbasside à cette époque-là est en plein déclin, et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Jamais dans l'histoire de l'islam on avait eu 2 califes. Jusque-là, si quelqu'un voulait devenir calife, il fallait d'abord déloger l'ancien calife et devenir calife à sa place. Ubaydallah ne va pas se fatiguer avec ça. Il se considère tout simplement au-dessus des abbassides. Ubaydallah est donc imam, Mahdi et calife, les 3 à la fois. La dynastie qu'il va former s'appelle les Fatimides. Ils ont pris ce nom pour rappeler à tout le monde qu'ils descendent du prophète via sa fille Fatima. Dans les premiers mois du règne de Ubaydallah, il va se passer quelque chose d'inattendu. Ubaydallah, le calife fatimide, va faire assassiner le prédicateur Abu Abdallah le chiite. Oui, vous avez bien entendu. Il a fait assassiner le prédicateur qui a amené le chiisme chez les kutama, qui a balayé les Banu Arleb, qui l'a délivré de la prison de Sijil Massa et qui lui a permis d'obtenir le pouvoir. Une fois que l'imam Ubaydallah a été installé au pouvoir, il a eu une mésentente avec le prédicateur. C'est un peu difficile de connaître les vraies raisons, car les sources qui en parlent sont toutes des sources anti-fatimides, et tout le monde remet la faute sur le comportement de Ubaydallah. Il se dit que le prédicateur a vu que Ubaydallah était un peu trop intéressé par les richesses, et que donc le prédicateur s'est mis à soupçonner Ubaydallah de ne pas être le vrai Ubaydallah, mais de juste être un imposteur qui s'est fait passer pour lui. Le prédicateur se serait donc mis à fomenter un complot pour le renverser, et Ubaydallah aurait pris les devants et l'a tué avant que ça n'arrive.
Ces théories, comme quoi Ubaydallah ne serait pas le vrai imam mais un imposteur, ça ressemble un peu à de la théorie du complot, mais c'était vraiment pris au sérieux par certains. Il faut savoir qu'à la même époque, il y avait en Orient un groupe de chiites ismaéliens qui s'appelait les Karmates, et qui ne reconnaissaient pas l'autorité de Ubaydallah. Les Karmates avaient même fondé un État, mais ils refusaient de s'associer à Ubaydallah. Quoi qu'il en soit, le Mahdi Ubaydallah a tué le prédicateur, et ça a causé une période de trouble chez les Kutama. Les Kutama se sont divisés entre ceux fidèles au Mahdi et ceux fidèles au prédicateur. Le Mahdi a maté à la révolte et tout est rentré dans l'ordre au bout de 2 ans. Après la révolte, le Mahdi Ubaydallah comprend qu'il faut se prémunir contre les révoltes internes. Et il décide de changer la capitale. Qayrawan est au milieu des terres et elle est donc facile à encercler en cas de grosse révolte. Le Mahdi va ordonner la construction d'une nouvelle capitale qui sera une ville côtière imprenable. Et il appelle cette ville El Mahdiya, en hommage à lui-même. Ubaydallah va développer la marine et va tenter de conquérir de nouvelles terres. Il faut garder en tête une chose. Ubaydallah est un calife, et un calife se doit de régner sur tous les musulmans. Pour cette raison, Ubaydallah va tenter de conquérir le cœur du monde musulman, le Proche-Orient. Et la première terre à prendre, c'est l'Égypte. À cette époque, en Égypte aussi il y a du changement. La dynastie des Toulounides, qui s'était déclarée indépendante des Abbassides, venait tout juste de se faire chasser, et les Abbassides ont repris l'Égypte. Le calife fatimide enverra une flotte pour tenter de prendre Alexandrie à son rival abbasside. Les troupes fatimides arrivent à prendre la Cyrénaïque, Alexandrie et l'oasis de Fayoum, mais ils sont repoussés tout de suite après. Le Mahdi enverra une nouvelle attaque, en 919. Il reprend l'Égypte entière et commence à menacer les provinces voisines, la Syrie et le Hijaz. Mais l'armée fatimide ne tient pas, elle est rongée par la peste et elle a des problèmes de ravitaillement. L'armée fatimide lâche l'Égypte et revient en Ifriqiya l'année d'après. Pas possible de prendre l'Égypte pour l'instant, mais c'est pas grave. Ubaydallah change de stratégie et décide de consolider son pouvoir au Maghreb. Il envoie des troupes pour conquérir la ville de Fès, et il y arrive assez facilement. Les Fatimides visent la conquête du monde musulman, mais pour l'instant ils ne sont que les maîtres du Maghreb. Ils détiennent les 3 grandes villes du Maghreb, Qayrawan, Tihert et Fès. Par contre, malheureusement pour eux, leur domination n'est pas solide. Les Fatimides n'ont aucune assise religieuse. À part les Kutama, aucune tribu berbère n'a adhéré au dogme des chiites ismaéliens. Et ça ne peut que créer de la révolte. Et la tribu qui causera le plus de soucis aux Fatimides sera la grande tribu des Zénètes. Cette tribu avait déjà joué un grand rôle dans les révoltes berbères contre les Omeyyades. C'est l'une des plus fortes tribus du Maghreb. Les Zénètes sont des semi-nomades. Ils possèdent beaucoup de chevaux et ont l'habitude de voyager partout. À cette époque-là, on en trouvait partout dans le Maghreb, mais ils sont concentrés surtout à 2 endroits. Autour des Aurès et du centre tunisien, leur région d'origine, et dans le nord-ouest algérien, sur lequel ils régnaient depuis près de 2 siècles. Parmi toutes les branches de cette tribu, il y en avait 2 qui étaient beaucoup plus fortes que les autres, les Marrawa et les Banu Ifren. Ces 2 branches étaient rivales, parfois alliées et parfois en guerre, et les 2 étaient dispersés partout dans le Maghreb. La révolte des Zénètes va être portée par 2 personnes, un Marrawa de l'ouest, Mohammed ben Khazar, et un Banu Ifren de l'Est, Mukhallad Abu Yazid. Les 2 hommes ont des personnalités et des motivations différentes, mais ils vont avoir les Fatimides comme ennemis communs. Mohammed ben Khazar est un homme de pouvoir. Ses ancêtres étaient jadis gouverneurs de Tlemcen, avant de se faire déloger par les Idrissides. Mohammed ben Khazar a été nommé gouverneur de province par les Fatimides, mais il a des désirs de pouvoir. Il va commencer à faire la guerre aux gouverneurs des provinces voisines, et ça va pas plaire aux Fatimides. Abu Yazid, quant à lui, est un homme de foi. Son père était marchand. Il faisait des allers-retours entre l'Ifriqiya et la ville de Gao, dans l'actuel Mali. Abu Yazid a eu une éducation religieuse très stricte. Il a étudié chez les Kharijites à Tihert. Abu Yazid voulait tout simplement chasser ce qu'il considérait comme un gouvernement injuste et impie. Abu Yazid avait le style des leaders kharijites de l'ancien temps. Il avait un comportement très religieux et un mode de vie très austère. Il avait pour monture non pas un cheval, comme tout le monde, mais un âne. Et c'est ce qui lui a valu son surnom de Sahib al-Himar, l'homme à l'âne. Ce comportement va lui attirer la confiance de nombreux kharijites. Abu Yazid aura le soutien des tribus kharijites, mais aussi des sunnites et des anciens partisans des Banu Arlab. Il part s'installer dans les Aurès et organise la révolte depuis là-bas. Pendant ce temps, un nouveau personnage va entrer en jeu. Abdelrahman al-Nasser, l'émir de Cordoue. Ou plutôt devrais-je dire, le calife de Cordoue. Lorsque Ubaydallah le Fatimide s'était déclaré calife, c'est-à-dire le chef de tous les musulmans,
L'émir omeyyade de Cordoue s'est dit que lui aussi pourrait se faire nommer calife. Et on a donc eu 3 califes. Un calife abbasside à Bagdad, un calife fatimide à Mahdiya et un calife omeyyade à Cordoue. Abd al-Rahman al-Nasir va tenter de recruter tous les gouverneurs de province pour récupérer les territoires. Et le premier qu'il recrute, c'est Mohammed ben Khazar, le zénith Marlawa de l'ouest algérien. Mohammed ben Khazar se déclare indépendant des Fatimides et il fait allégeance au calife omeyyade de Cordoue. Il sera suivi par les souverains du Maghreb occidental, qui feront exactement la même chose. Les Fatimides envoient des troupes pour récupérer leur territoire. Ils arrivent à gagner des batailles et soumettre les rebelles, mais ils n'arrivent pas à conserver les territoires. À chaque fois qu'ils prennent un territoire, ils soumettent les gouverneurs locaux, mais dès qu'ils s'en vont, les gouverneurs locaux refont allégeance aux Omeyyades. Et donc c'est presque impossible de conserver les territoires. À cette époque-là, le califat abbasside était en train de s'effondrer. Les Fatimides auraient pu profiter de l'occasion pour récupérer l'Égypte, mais ils étaient trop occupés avec leurs problèmes au Maghreb. Une dynastie qui s'appelle les Bouyides a pris le pouvoir en Perse et allait prendre petit à petit le territoire des Abbassides. Les Bouyides étaient chiites, mais pas de la même branche que les Fatimides. Il ne pouvait donc pas y avoir d'alliance entre les Bouyides et les Fatimides. Les Bouyides ne détruisent pas le califat abbasside. Ils le gardent officiellement en vie, mais ils le mettent sous tutelle. En Égypte, c'est une autre dynastie qui a pris le pouvoir, une dynastie sunnite d'origine turque, les Irchidides. Et les Irchidides prennent les territoires du Proche-Orient et du Hijaz. Les Fatimides avaient fort à faire au Maghreb, parce que la situation devenait catastrophique. En 934, le calife Ubaydallah meurt. À sa mort, son fils Al-Qa'im va prendre sa succession comme imam ismaélien et comme calife fatimide. Et l'agitation va démarrer dans tout le territoire. À l'ouest, avec Mohammed ben Khazar, et en Ifriqiya, avec Abu Yazid l'Omalan. Abu Yazid a fédéré les Kharijites et les sunnites de toute l'Ifriqiya. Les Fatimides ont pour seul vrai allié les tribus berbères sédentaires du nord-est algérien, les Kutama du nord constantinois, les Zouawa de Grande Kabylie et les Sanhaja des Biben. Cette guerre entre Abu Yazid le Zénith et les tribus du nord-est algérien est le début d'une longue rivalité entre les Zénith et les Sanhaja. La première ville qu'Abu Yazid attaque est la forteresse de Baraï, dans les Aurès. Pour la petite histoire, c'était la forteresse dans laquelle s'était retranchée la Kahina 2 siècles plus tôt. Abu Yazid enlève aux Fatimides une très grande partie de leur territoire. Il attaque les villes fatimides et il les fait tomber les unes après les autres. À vrai dire, il ne reste plus aux Fatimides que la ville de Mahdiya, leur capitale imprenable, et le nord-est algérien, où était le cœur de leur armée. Et c'est justement de là que viendra la résistance. En 944, Abu Yazid met le siège devant le Mahdiya, la capitale fatimide. La situation est apocalyptique pour les Fatimides. Certaines sources disent même que le calife Al-Qa'im est mort pendant le siège. Et les Fatimides seront secourus par un général qui va rester très célèbre, Ziri ibn Mennad. Ziri ibn Mennad fait partie de la tribu des Sanhaja, de la région des Biban. Jusque-là, il était chargé de contenir la rébellion à l'ouest du territoire. Mais lorsqu'il a vu que la capitale était sur le point de tomber, il est venu en urgence. Et son arrivée à Al-Mahdiya a été salutaire car il a fait fuir Abu Yazid. La victoire de Ziri sur Abu Yazid sera un tournant dans cette guerre. Les Fatimides reprennent des forces. Ils réussissent à capturer des chevaux des Zéniths et renforcent leur armée. Ils reconquièrent petit à petit leur territoire en Ifriqiya. Lorsqu'il a vu ça, Mohammed ben Khazar, le Marlawa de l'Ouest, a décidé de cesser la guerre. Il a refait allégeance aux Fatimides et il leur a promis de les aider dans leur guerre contre Abu Yazid. Abu Yazid n'a pas cessé la guerre, mais il n'a plus les moyens de la gagner. Il fuit et part se réfugier chez les Zéniths des Aurès. Mais il est traqué par le calife fatimide et il finit par être capturé en 947. D'habitude, quand un rebelle comme ça est arrêté, on ramène sa tête comme un trophée. Là, ça va être encore plus gore. Abu Yazid s'est fait empailler. Son corps est ramené à Al-Mahdiya puis jeté dans la foule pour que tout le monde le frappe et se défoule dessus. D'autres tribus zénètes vont tenter de continuer la rébellion, mais elles seront vite calmées par Ziri ibn Mennad. La fin de la guerre est marquée par l'arrivée officielle au pouvoir du nouveau calife fatimide, Ismaïl al-Mansour. Ismaïl al-Mansour va installer un de ses proches en Sicile et à Malte, et il va en faire un émirat indépendant. Ça sera le début de l'émirat des Banu Kileb, les Kalbides en français. Mais Ismaïl al-Mansour va surtout remercier Ziri ibn Mennad pour son rôle dans la guerre. Ziri reçoit en récompense un poste de gouverneur de tout le Maghreb central. Ziri fortifie sa capitale, Achir, et va reconstruire un grand nombre de villages détruits par les différentes révoltes. Pendant son règne, 3 villes vont être fondées, Milyana, Mdiya
et une petite ville côtière qui s'appelle El Jazair Banu Mazranna, les îles de la tribu des Banu Mazranna. Une petite ville que vous connaîtrez plus tard sous le nom de Alger. La ville de Jazair Banu Mazranna était en réalité une ville très ancienne. Elle a été un port phénicien, puis une ville romaine, avant de sombrer dans l'oubli avec la chute de Rome. Et c'est le fils de Ziri, Bolorin, qui lui a redonné naissance en 960. Retenez bien ce nom, Bolorin ben Ziri, car il jouera un grand rôle dans l'histoire de la région, et pas seulement parce qu'il a fondé la plus grande ville du Maghreb. L'organisation administrative des Fatimides était un peu particulière. Ziri ibn Mennad le Sanhaji était l'émir de tout le Maghreb central. Mais les provinces étaient chacune gérées par un homme d'une tribu locale. Une telle politique, c'est un pari risqué. Ça peut apaiser les tensions, en donnant à chaque grande tribu une part du pouvoir, mais ça peut laisser au contraire du pouvoir aux gouverneurs locaux s'ils veulent se révolter. Et c'est justement ce qui va arriver à l'ouest du territoire. L'homme qui gouvernait Tihert pour le compte des Fatimides s'appelait Yala ben Muhammad. C'était d'un berbère zénète de la branche des Banu Ifren, la même branche que celle de Abu Yazid l'Omalan. Les Fatimides avaient tenté d'apaiser les relations avec les zénètes après la guerre, et donc ont donné à Yala ben Muhammad le gouvernorat de Tihert. Mais Yala a réussi à consolider son pouvoir, il a pris des villes de l'ouest qui étaient restées indépendantes après la guerre. Il a pris Oran, Tlemcen, Tanger et Fès. Et il s'est rapproché du califat omeyyade de Cordoue, jusqu'à se déclarer indépendant des Fatimides. De manière générale, toutes les tribus de l'ouest algérien et du Maroc se pliaient aux Fatimides par la force, mais changeaient de camp et se rapprochaient du calife omeyyade de Cordoue dès qu'elles le pouvaient. L'année 953 est celle de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau calife fatimide, Al-Mu'az Billah. Al-Mu'az va se donner pour mission de reconquérir les territoires du Maghreb. Il envoie à Tihert une armée de Kutama, commandée par un général qui s'appelle Jawhar le Sicilien. Jawhar le Sicilien jouera un grand rôle pour les Fatimides. Cette opération à Tihert était sa première mission en tant que général. Jawhar et les Kutama vont battre le zénète Yala ben Muhammad. La ville de Ifgan, qui était le siège des Banu Ifren, va être détruite et Yala meurt au combat. Les Banu Ifren fuient. Certains fuient dans le désert, d'autres fuient en Espagne et d'autres fuient dans l'ouest marocain, vers la région de Salé. Et ça va entraîner un long conflit entre les Banu Ifren et les Berwata, qui habitaient l'ouest marocain. En 958, le calife Al-Mu'az envoie ses deux meilleurs généraux, Ziri ibn Mennad et Jawhar le Sicilien, à la conquête du Maghreb occidental. Ziri et Jawhar vont aller reprendre Fès, Chijil Massa et tout le territoire jusqu'à l'Atlantique. Les Fatimides dominent maintenant un territoire qui va de l'Atlantique jusqu'à la Libye. Mais le Maghreb ne leur suffit pas. Comme on l'a dit tout à l'heure, les Fatimides ne sont pas des rois ni même des empereurs, ce sont des califes. Et la vocation d'un calife, c'est d'être le chef de tous les musulmans. En 969, le calife fatimide décide qu'il est temps de conquérir l'Égypte, une bonne fois pour toutes. Et il envoie pour cela le général Jawhar le Sicilien. Jawhar le Sicilien y va avec une armée de 100 000 Kutama. Mais arrivé sur place, il découvre un pays en crise économique. Ni la population, ni les gouverneurs d'Égypte ne cherchent à se défendre. Jawhar prend Alexandrie et Phostate sans la moindre bataille. Les Fatimides le nomment gouverneur d'Égypte. Il va alors fonder une nouvelle ville, El-Qahira, ou Le Caire si vous préférez. Et cette ville va devenir la nouvelle capitale des Fatimides. En 971, c'est-à-dire 2 ans après la conquête de l'Égypte, le calife Al-Mu'az quitte Al-Mahdiya et va s'établir au Caire. De très nombreuses tribus Kutama quittent le Maghreb et accompagnent les Fatimides en Égypte. Certains historiens ont dit que la région des Kutama a été dépeuplée tellement la migration a été massive. Quand les Fatimides ont déménagé en Égypte, ils ont laissé Ziri ibn Mennad au Maghreb. Ziri était chargé d'assurer la sécurité du territoire et de combattre les tribus qui faisaient allégeance au calife omeyyade de Cordoue. Mais malheureusement pour lui, il est mort la même année. Ziri est mort lors d'une énième bataille contre les zénètes de l'Ouest algérien, qui ont encore une fois tourné le dos aux Fatimides et fait allégeance au calife de Cordoue. À sa mort, Ziri est remplacé par son fils Bolorin. Bolorin vengera son père l'année suivante en allant tuer de ses propres mains le chef zénète et en allant reconquérir le Maghreb jusqu'à Fès et Sijil Massa. Le départ des Fatimides et l'arrivée au pouvoir de Bolorin sera un tournant dans l'histoire du Maghreb. En 977, les Fatimides font du Maghreb une province autonome. Ils se concentrent sur l'Orient et laissent leurs alliés s'occuper du Maghreb. Et Bolorin est officiellement nommé émir de l'Ifriqiya. Bolorin va régner sur tout le Maghreb pour le compte des Fatimides.
et il sera le premier souverain d'une dynastie. Une dynastie qu'on appellera les Zirides, en mémoire de leur ancêtre Ziri ibn Mannad. Les Zirides sont censés officiellement gouverner pour le compte des Fatimides. Ils sont censés envoyer des impôts annuels et recevoir en échange un secours militaire en cas de problème. Mais dans les faits, les Fatimides sont trop loin et trop occupés pour secourir quoi que ce soit. Et les Zirides devront faire face aux événements tout seuls. Et des événements, il va y en avoir. Dans les années qui suivront, les Zirides connaîtront de grands troubles internes. Les Zénètes resteront incontrôlables, le califat de Cordoue s'effondrera, et le vent du désert amènera deux nouveaux acteurs. Les Berbères Sanhaja du Grand Sahara et les tribus bédouines d'Arabie. Et le Maghreb va encore une fois changer de visage. Mais nous verrons ça au prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter si vous avez des remarques à apporter ou des questions à poser. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans lequel on parlera du Maghreb post-Fatimide. On parlera du règne des Zirides, de l'arrivée des Banu Hillel et de celle des Almoravides.